Bienvenue sur Momentum, le podcast de ceux qui construisent leur momentum, leur temps fort. Je suis Théophile Geller, fondateur de Profitis, un cabinet en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Tambo, courtier en prêt immobilier. Depuis 6 ans aujourd'hui, il va nous raconter un petit peu son histoire, son parcours et comment il en est arrivé là. Mais avant toute chose, comment tu vas Mathieu aujourd'hui ? Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu te dirais heureux en ce moment, dans ta situation, dans ta vie ? Ah, moi, je suis très heureux. Le contexte, même s'il est un peu particulier, est plutôt bon pour moi, en tout cas. Tant mieux. Pour moi, en tout cas. Collègue courtier aussi, je pense qu'il y a une reprise qui a été sympa sur l'année 2025. Donc, du coup, non, plutôt heureux, ouais. Parfait, c'est le principal. Bon, on va commencer directement un petit peu dans le vif du sujet. Ça marche. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Comment t'en es arrivé là aujourd'hui à être courtier ? Je sais que tu as d'autres expériences avant. Est-ce que tu peux nous dire ça Exactement. un petit peu ? Le courtage, c'est une reconversion. Ok. En fait, est arrivé le Covid et il se trouve que moi, à ce moment-là, j'ai à peu près 36-37 ans et je commence à me poser des questions. Je suis dans le prêt-à-porter à des postes à responsabilité depuis presque 20 ans. D'accord. Et du coup, je me pose la question de me dire, est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire ça jusqu'à la Tu retraite sentais que... Jusqu'à la retraite, parce que finalement, c'est des métiers qui sont assez prenants, qui sont assez usants, puisqu'il y a beaucoup de contraintes, que ce soit au niveau physique qu'au niveau psychologique. Moi, je gérais des équipes plus ou moins importantes, j'ai eu jusqu'à 30 personnes. Oui, donc sur management plusieurs. de 30 personnes. C'est ça, exactement. Le management de 30 personnes, ça peut être usant, clairement. Et en fait, j'avais déjà fait un premier pas où j'étais parti de Paris, puisqu'à la base, je suis parisien, Ok. où j'ai travaillé pour différentes marques, Ralph Lauren, Hugo Boss, plutôt haut de gamme, Tod's. J'étais sur le Faubourg Saint-Honoré, j'ai fait pas mal de choses. Et puis là, je suis descendu à Lyon pour changer un peu de vie. J'ai eu un enfant, j'ai eu l'impression de ne pas le voir pendant sa première année. D'accord. Et donc, le fait de bouger à Lyon, en tout cas, lancer une perspective d'avoir un peu plus de temps pour lui. Oui, c'est pas que le Covid qui a fait ça. C'est pas que le Covid. Tout. Exactement. Et puis après 5 ans en fait passés à Lyon, où finalement le rythme a pas descendu puisque l'activité a été bien présente. Et bien finalement, il a fallu se dire qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Et les confinements sont arrivés. Et donc là, c'était encore plus un déclic pour le temps d'y Totalement. penser. Et Totalement, moins être parce dans la que course exactement. du quotidien. Du temps en fait, on a eu du temps pour réfléchir c'est et ça. je pense comme beaucoup de gens en fait à Ouais, ce moment-là. Je pense qu'il y a eu pas mal de reconversions à ce exactement. moment-là aussi. Exactement. Beaucoup de gens en fait à ce moment-là se sont dit qu'est-ce que je fais ? Et les métiers de l'immobilier m'ont toujours intéressé, mais je ne me voyais pas en tant qu'agent immobilier. N'étant pas en plus lyonnais, n'ayant pas le réseau nécessaire pour pouvoir avancer sur ce métier-là, la banque me tentait un petit peu aussi. Et puis finalement, c'était un métier courtier qui alliait un peu les deux. Okay. Donc du coup, il se trouve que j'ai eu de la chance. J'avais un ami qui avait monté sa structure quelques années auparavant. Et j'ai pu en fait aller le voir, lui poser les questions nécessaires pour pouvoir avancer. Donc il était de très bons conseils. Une fois, je l'ai rencontré, je crois, un mardi. On devait se voir une demi-heure, on s'est vu 2 heures. Ah oui. Le vendredi, j'ai appelé ma direction pour leur dire écoutez, il faut qu'on trouve une solution, je vais partir. Ah oui, donc t'as pas perdu de temps, le déclic a été rapide. En fait, une fois que ça a été décidé, en fait, je pense qu'il faut passer le pas. Oui. Si on attend, en fait, on le fait jamais. Donc, à un moment, il a fallu le faire. Et une fois que j'en ai parlé à la direction, je pouvais plus revenir en arrière. Oui, c'est sûr. Au moins, tu t'es dit, si j'en parle, moi, ça m'oblige un petit peu à y aller. Exactement, j'avais plus le choix. Et puis derrière, évidemment, j'en ai parlé avec ma femme. Oui. Et il se trouve que elle m'a soutenu dans mon projet. Ce qui est important, oui, parce qu'y aller tout seul comme ça aurait été compliqué. Et donc, elle m'a soutenu dans mon projet et je la remercie beaucoup pour ça. Et du coup, pourquoi le courtage ? T'as-dit aux alentours de la banque, de l'immobilier. Alors, c'était plusieurs choses. Deux, mais il y avait banque, immobilier. Moi, j'étais dans un métier, en fait, j'étais plutôt axé sur tout ce qui était costume, etc. Donc, je participais à la vie en fait, des clients, parce que j'étais vraiment spécialisé en mariage. Ok. Et derrière, il fallait que je garde un métier où j'ai du contact et où mon savoir-faire, l'expérience que j'ai pu avoir, puisse être exactement, réutilisé. Et c'est vrai que le courtage allie un peu tout ça, dans le sens où on est toujours au contact des gens. Et ça, moi, c'est important. On participe aussi toujours à une tranche de vie, en fait, à un moment vraiment de leur vie, à un projet de vie. Et ça aussi, pareil, ça me tenait à cœur. Et puis, les choses qui jouaient beaucoup là-dessus, qui jouaient beaucoup et qui m'ont poussé aussi à faire ça, c'est que gestion du temps, quoi. Oui. J'ai été salarié pendant 20 ans. Et là, pour le coup, je pouvais gérer mon temps. Et je pouvais faire un planning qui me convenait et qui était aussi adapté à ma vie de famille. Donc, du coup, pour moi, en fait, dans ma tête, finalement, il y avait presque que des avantages. Bon, après, c'est
C'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. Sur le papier, c'est top, mais c'est quand même très compliqué. Oui, bien sûr. Et du coup, il n'y a pas eu un moment, entre guillemets, charnière où tu t'es dit, c'est le déclic, il faut que je me lance à mon compte ou quoi que ce soit. C'est plus une accumulation de une accumulation de choses. C'est une accumulation de choses, une réflexion qui a duré un certain temps. Hein, parce qu'en fait, il y a un moment où on se dit, je vais faire autre chose. Mais la problématique, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Et comment je peux réutiliser les compétences que j'ai déjà acquises, en fait ? Et la problématique, c'est vraiment ça. C'est comment je fais pour avancer et trouver quelque chose. Ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver. Une fois qu'on a trouvé, en fait, c'est juste aller chercher l'information et voir si ça nous plaît et finalement avancer. Mais le plus long, c'était de trouver. Et finalement, cette réflexion, elle a duré peut-être 3-4 ans. Le Covid a fait que me laisser le temps de réfléchir posément sans avoir aucune distraction derrière. Oui, c'est ça, donc c'était très réfléchi. Ouais. Et du coup, comment tu as structuré un petit peu ton activité au départ seul ? Tu dis que tu as en discuté avec un ami qui venait de construire son réseau. Chance que j'ai, exactement. Chance que j'ai, c'est que je suis dans un réseau. C'est-à-dire que je suis dans un réseau, je suis pas courtier, je suis courtier indépendant, mais je suis courtier indépendant au sein d'une structure. Donc du coup, cette structure nous donne un cadre. Elle nous permet d'avoir des locaux, donc on peut rencontrer nos clients. Elle nous donne un cadre aussi au niveau des partenariats qu'on peut avoir avec les différentes banques. Comme on a un groupe qui est assez important, hein, pour pas citer, c'est Inefi Crédit en fait, qui est une franchise de courtage. Et nous, au sein de Lyon, on a 5 agences. Okay. Donc on peut potentiellement aller faire nos rendez-vous sur 5 agences différentes réparties sur la région lyonnaise. Et autour de ça, on est 35 courtiers. Actuellement, on fait partie des plus grosses agences de courtage à Lyon. Et ces 35 courtiers, à ma grande surprise quand je suis arrivé, ces 35 courtiers en fait qui étaient là pour m'aider et pour me former un petit peu dans le métier. Ils t'ont pas vu comme un concurrent ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce qui a été génial en fait. C'est que finalement, plutôt que de me dire, écoute, tu viens d'arriver, tu as un concurrent potentiel, donc tu te débrouilles. Non, ils m'ont emmené en rendez-vous avec eux, voir avec leurs clients comment ça se passait. Ils m'ont expliqué comment gérer le logiciel. Ils m'ont montré toute la partie technique. Donc ça, c'était vraiment cool. Ils m'ont emmené en rendez-vous en banque. Donc du coup, il y avait le client qui était là, il y avait le banquier, il y avait le courtier, et puis il y avait un stagiaire. Donc ça a été vraiment, vraiment très cool. J'étais très, très bien accompagné. Et ça, je les remercie tous pour ça, quoi. Et maintenant, c'est un peu la même chose. On continue à avoir cette démarche-là avec les nouveaux arrivants. Donc c'est quand même très, très cool. Non, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ouais, toi, tu ne te verrais pas te lancer 100% à ton compte, sortir du réseau. Et puis surtout aussi, entre guillemets, tu leur dois quelque chose, mais indirectement, ils t'ont beaucoup aidé à te lancer aussi. Alors, j'irais peut-être pas dire que je leur dois quelque chose, mais je suis quelqu'un de très loyal. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, dans mon métier maintenant, en tant que courtier, être vraiment indépendant à 100%, ça se fait de moins en moins. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des partenaires bancaires, ils ne suivent plus les courtiers seuls. Quand on est tout seul, en fait, les partenariats qu'on met en place, qui s'appellent des conventions, ces conventions, en fait, on nous les donne en fonction d'un certain volume qu'on va pouvoir apporter. Oui. Si on travaille avec toutes les banques, ça veut dire que pour chaque banque, on doit amener un certain volume. D'accord ? Donc si on est tout seul, ça devient très compliqué. Oui, on va travailler avec 1-2 banques, et finalement, pour le client, c'est pas intéressant parce qu'on va pas lui proposer la meilleure des solutions. Oui, parce que du coup, tu n'auras pas les mêmes avantages que si tu étais dans un réseau, quoi. Exactement. On va lui proposer, en fait, les 2 solutions qu'on va avoir si on a 2 banques. Là, en l'occurrence, je suis dans une agence où on est 35. Et comme on est 35, on amène un certain volume, ce qui nous permet en fait d'amener à manger à tout le monde. Et donc du coup, on travaille avec toutes les banques. Et ça, c'est cool. Donc le faire tout seul, plus compliqué. Et puis, j'ai travaillé quand même 20 ans en tant que salarié avec du monde tout le temps autour de moi. Être tout le temps enfermé chez moi, j'aime bien le faire de temps en temps. Hein. Le télétravail, c'est génial. Mais clairement, j'aime bien aussi aller au bureau, pouvoir échanger sur certains dossiers qui peuvent être un peu compliqués, avoir justement cet autre point de vue et le recul que je pourrais ne pas avoir dans certains dossiers. C'est toujours intéressant de l'avoir. Donc c'est vrai que c'est sympa de travailler avec du monde. Ouais, c'est sûr. Et puis, est-ce qu'ils vous emmènent aussi des leads entrants ou quoi que ce soit, genre vraiment des dossiers entrés, ou c'est vraiment juste plus les partenariats, la structure, les logiciels, qui est déjà énorme. Oui, bien sûr. Les bureaux, ou comment c'est ça déjà se énorme. passe En fait, en peu gros, si tu veux, il y a un peu de leads, donc qui est réparti un petit peu sur chacun. Mais généralement, en fait, les leads sont pas réservés, mais ils sont donnés un peu plus aux personnes qui vont être en difficulté sur une période, les nouveaux arrivants, etc. Donc, il y a une certaine logique dans la façon de faire que je trouve bien, parce que ça permet en fait pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas forcément encore réussi à créer de partenariats propres, parce qu'on a chacun nos propres partenaires avec lesquels on travaille, nos propres apporteurs, ça leur permet du coup d'avancer, de leur mettre pied à l'étrier et de faire leur premier dossier. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il n'y a qu'en forgeron qu'on devient forgeron, quoi. Donc s'il n'y a pas de dossier, on n'apprend pas. Non, mais bien sûr. Et toi, du coup, quand tu dis que vous aidez maintenant ceux qui ont commencé, est-ce que tu as eu un moment, entre guillemets, charrière dans ta carrière de courtage, vraiment un dossier qui a changé, ou même des apporteurs d'affaires qui ont fait un switch aussi ? Parce qu'au début,
certes, entre guillemets, tu as un petit peu d'expérience de fait de tes 20 ans dans la vente, mais au début, quand tu arrives dans le courtage... T'es complètement perdu. Voilà, c'est pas le même métier. Au début, quand tu arrives, t'es quoi? Alors, tu as une formation, hein, tu as une obligation. On est une profession réglementée, donc on a une obligation de formation. Donc, on a une formation, on passe le diplôme, sauf que c'est que du théorique. Et là, on va arriver sur le terrain, on va se retrouver confronté à des clients, à des banquiers, et on n'a pas envie de dire une bêtise, une connerie, en fait, quelque chose qui va en plus nous mettre en porte-à-faux, et puis potentiellement mettre le client en difficulté. C'est pas le but. Donc clairement, dans ce genre de cas, en fait, on s'appuie sur des personnes un peu plus expérimentées, notamment les responsables, les propriétaires en fait de la franchise, qui nous ont aidé, qui m'ont beaucoup aidé là-dessus. Mais il y a un dossier vraiment qui m'a fait me dire, c'est un métier qui peut rémunérer costaud. J'ai fait un dossier professionnel, parce que il y a plusieurs typologies de courtiers. Dans le prêt, il va y avoir du prêt professionnel et du prêt particulier. Ça, c'est vraiment... Après, on va avoir aussi le prêt consommation, la restructuration de crédit, il y a plein de choses. Mais généralement, on se spécialise. Moi, je suis plutôt axé prêt particulier et je me forme aussi au prêt professionnel, et j'en fais quelques-uns déjà depuis quelques temps. Et en fait, un jour, de par des rencontres et des réseaux qu'on a fait, il se trouve qu'il y a un très joli dossier, une fusion d'études notariales qui m'est apportée. Les personnes me font confiance. Elles connaissent ma situation, elles savent que ça fait pas très longtemps que je suis dans le métier, mais c'est un joli dossier. C'est un dossier avec avec 1,5 million de prêts, quoi. Oui. Donc pour moi, c'est stratosphérique. Enfin, c'est du jamais vu. En règle générale, on fait de l'appartement ou de la maison, et encore, on est sur des petits projets à 200, 300, 400 000 euros. Là, on arrive sur un très beau dossier. J'ai été accompagné par le responsable de la franchise, pour ne pas le citer, qui s'appelle Alexandre Ruiz, qui clairement m'a énormément aidé, m'a énormément porté, m'a soutenu dans les moments de doute, parce qu'il y en a quand on commence une activité. Bien sûr. Et donc, du coup, on fait ce dossier ensemble, on tient le dossier. Il y a des moments où j'ai cru que ça allait casser. On a mis plus d'un an à sortir le dossier. Ah oui. Donc, il y a clairement des moments où... oui, tu te dis, je vais le perdre. Je vais le perdre, on n'en peut plus, on relance, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. Et puis finalement, Alexandre me dit, mais non, mais tu continues, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Ils ont besoin de toute façon de faire ce financement. Oui, et puis en plus après, c'est aussi, je pense, le dossier en général, la fusion en elle-même qui a dû prendre du temps aussi. Exactement, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, mais forcément, nous, on est nouveau dans le métier, on a impatient, on a envie. Et finalement, on arrive au mois de janvier 2024, et ils me disent, bon, on a le feu vert, c'est bon, on y va, on peut finaliser. On avait déjà eu un premier accord de banque qu'ils ont validé. Et on a finalisé le dossier. Donc, juste fantastique. On parle d'un dossier tout compris. Je sais que généralement, on ne parle pas trop chiffres dans le courtage. Si, moi, j'aime bien quand on parle chiffres, donc tu me fais plaisir, là. Mais on parle d'un dossier. Alors, évidemment, je vais vous donner le chiffre d'affaires générique, le chiffre d'affaires brut. Hein, ce n'est pas ce qui rentre dans ma poche, j'aurais adoré. Mais on a fini avec un dossier qui nous a rapporté en chiffre d'affaires pas loin de 20 000 euros. Okay. Donc, c'est tout. C'est honoraires, commission bancaire, etc., etc., etc. Donc, ça a été un très, très beau dossier. Alors, déjà, vous imaginez bien qu'il y a quasiment la moitié qui s'en va. Hein. Voilà, clairement. On ne dira pas pourquoi. Voilà, on ne dira pas pourquoi. Je pense que les gens ont compris. Mais il n'empêche que c'était un très beau dossier et que je me suis dit, OK, certes, des dossiers comme ça, c'est des dossiers qui sont assez exceptionnels, mais au final, des dossiers aussi complexes, aussi compliqués, on parle de fusion d'études notariales, c'est pas des choses simples. Oui, c'est pas des choses qui tombent tous les jours non plus. Exactement. On peut en avoir des comme ça et qu'à côté, en fait, ça peut nous permettre de vivre et nous permettre de tenir pendant un certain temps. Ouais, donc, c'est ça. Non, franchement, ça a été un très beau dossier et qui m'a fait me dire, OK, même dans des périodes un peu plus compliquées, on arrive à sortir ce genre de choses. Donc, le jour où ça ira mieux, puisque je te rappelle que tout ça, c'est sorti de Covid. Hein. Donc, oui, du coup, c'est vrai. Pour le marché c'est vrai immobilier... que tu t'es pas lancé au meilleur moment, on va dire. Ouais, je l'ai cru. Je l'ai senti, j'étais bien. Non, mais clairement, ça a été le dossier le plus gros. C'est le plus gros dossier que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un dossier qui m'a fait me dire, OK, tu t'es pas planté, t'as tenu bon. Certes, il y a eu des gens qui m'ont soutenu derrière et qui m'ont permis de pas lâcher, mais non, c'est très bien. C'est très très bien, je suis très content de ça. Et du coup, tu parlais un petit peu de la rémunération. Du coup, en tant que courtier, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche, l'avantage entre guillemets d'un courtier, comment vous êtes rémunéré par rapport à ça? Alors, ça peut peut-être enlever des mythes derrière. Il y a deux époques. En gros, il y a une première époque où avant, en fait, les banques rémunéraient les courtiers. Ça pouvait aller jusqu'à 1% du montant emprunté. Donc du coup, les courtiers n'étaient pas nécessaire qu'il y ait des honoraires derrière. Passé Covid, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques, une grande partie des banques, ont soit commencé à arrêter la rémunération des courtiers, soit à diminuer très fortement en fait, la commission qui était donnée. Maintenant, on parle de la majorité des banques, on va se situer entre 0,20 et 0,5%, et 0,5%.
d'accord, avec des plafonds, chose qu'il n'y a pas toujours. Oui, en plus avec des plafonds. Avec des plafonds, ça limite considérablement. Dossiers, exactement. Et donc du coup, on était obligé de mettre en place des honoraires en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, nous, nos clients, quand on arrive, alors ça change en fonction des franchises et en fonction des agences, mais nous, chez nous, on prend un pourcentage en fait du montant emprunté, avec un plafond là aussi, parce qu'il y a un moment, faut que ça reste cohérent et on ne va pas prendre des sommes non plus astronomiques aux clients, mais voilà, on va avoir en fait des honoraires qui correspondent à un pourcentage du prêt réalisé. D'accord ? C'est pas de l'opération globale, c'est vraiment du prêt réalisé. Et à côté de ça, en fonction de la banque dans laquelle on aura été, on pourra obtenir une commission ou non. Oui, voilà. Ça n'a pas entre guillemets directement d'impact pour le client, c'est plus les honoraires et après exactement. Derrière, le client en fait aura des honoraires de la banque ou pas. Exactement. Il faut se dire qu'actuellement un honoraire de courtage, les honoraires de courtage sont compris entre 2000, on va dire, 2000 euros. Et pour les très gourmands, ce qui n'est pas notre cas chez nous, mais pour les très gourmands, ça peut aller jusqu'à 5000 euros. Ouais. D'accord ? Et puis après, ça va dépendre aussi de la complexité du dossier, s'il y a des prêts relais, s'il y a une société derrière, etc., etc. Mais on va dire que sur un dossier particulier, on va être dans ces eaux-là. Après, derrière, lorsqu'on travaille pour une franchise, il faut bien se dire une chose, c'est que la franchise, elle ne fait pas tout ça pour nous, pour rien. Elle se rémunère aussi. Donc dites-vous bien qu'il y a un pourcentage qui peut être plus ou moins élevé en fonction de la franchise. Il y a des franchises qui vont donner au courtier 40% du dossier. Ouais. Donc ça veut dire que si on a pris 2000 euros, tu donnes... c'est 800 euros qui rentrent dans votre poche avant déduction d'impôts, etc. Ouais. D'accord ? Donc il faut avoir ça en tête. Et à côté, il y a des franchises qui seront plus généreuses et qui peuvent aller jusqu'à 70% qui rentrent dans la poche du courtier. Même, je crois qu'il y a même des fois, c'est 80%. Ouais, tu rentres un peu dans le même modèle que soit de la gestion de patrimoine ou même de l'agent immobilier qui prend un pourcentage ou c'est exactement plafonné aussi. C'est exactement la même chose. Immobilier, après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le courtier, son rôle à lui, c'est de trouver la meilleure proposition pour le client, tout confondu. On ne parle pas que d'un taux. Beaucoup de gens en fait se disent oui, c'est ça, souvent on mon pense prêt, j'ai eu un super prêt parce que j'ai eu un super taux. Et en fait, quand on regarde les à côté, parce qu'un prêt, ça ne se compose pas que d'un taux, ça se compose d'un taux, ça se compose d'une garantie, ça se compose de frais de dossier, ça se compose de frais de... Enfin, il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a plein de choses et tout ça en fait va faire qu'on va avoir un bon dossier. Donc nous, notre rôle, c'est de regarder tout ça dans le détail, d'aller chercher la proposition la plus intéressante. Les frais de courtage, les honoraires de courtage, sont compris dans le plan de financement. Ça veut dire que si les clients avaient prévu d'amener un apport de, je sais pas, je dis une bêtise, mais de 10 000 euros, de 15 000 euros, c'est compris dans cette somme. Ce ne sera pas à rajouter en plus. C'est-à-dire que si c'est 10 000 euros, ce ne sera pas 12 000 euros. Ce ne sera pas 13 000 euros. Ce sera toujours 10 000 euros. Oui, au pire, ils financent même les frais de courtage avec le prêt. Donc exactement, exactement. Donc du coup, en fait, c'est compris dedans. Et chose que je tiens à dire, important aussi, faites attention, un courtier n'est rémunéré qu'à partir du moment où le projet a été réalisé. Ça sent le vécu là. Non, ça sent même pas le vécu, c'est qu'en fait, on a constaté il y a quelques années, je donnerai pas le nom de la franchise de courtage, mais il y a une très grosse enseigne qui s'est fait retoquer parce qu'à l'intérieur de ses contrats, elle mettait ce qu'on appelle un mandat de conseil. Ça veut dire que peu importe qu'il vous trouve un prêt ou pas, vous lui deviez 1000 euros à chaque fois. Ah oui. Alors qu'en fait, potentiellement, vous avez juste donné un conseil. Ouais. Il n'y avait pas de prêt derrière. Donc voilà, normalement, un courtier, c'est rémunéré à la réalisation du projet. Oui, donc entre guillemets, il n'y a pas trop de risque à prendre du conseil de courtier. C'est ça, exactement. Si ce n'est toi une perte de temps pour toi. Alors voilà. Mais pour le client, lui derrière, il n'y a aucun risque. Pour moi, il y a une perte de temps, clairement. En gros, on a plutôt intérêt à bien faire notre métier si on ne veut pas manger que des pâtes et du beurre. Oui, j'adore les pâtes au beurre, mais tous les jours, ça devient un peu compliqué. Voilà. Bon, ok. Et du coup, comment tu gérais au début les doutes, les refus que tu as pu avoir sur certains clients, la pression aussi de certains clients qui veulent à tout prix emprunter et qui se disent, qui négocient derrière toi ton propre tarière que tu disais, mais tu disais qu'il n'y a pas le taux, il y a toutes les clauses, l'assurance, mais souvent le client il va te dire le taux. Ça. Comment tu gères un petit peu tout ça au début quand tu es nouveau dans le métier ? Ce qu'il faut dire quand tu es début, même quand tu es nouveau ou quand tu es expérimenté dans le métier, en fait, ce qui compte, la chose qui compte le plus quand tu vas avoir un client, c'est la confiance que tu vas réussir à instaurer en fait entre vous, la relation qui se met en place. Cette relation fait que, moi je vais être très honnête, j'ai eu finalement très peu de cas de clients en fait qui ont été voir derrière. Parce que ce qu'il faut comprendre, moi j'ai acheté, je suis propriétaire de mon appartement avec ma compagne, et quand on a acheté, on est passé par un super courtier, fantastique, mais qui n'est pas rentré dans le détail en fait. Et ce que je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas, ils veulent avoir leur prêt, acheter leur appartement et basta. Oui. Moi je fais partie de ces personnes qui ont besoin de comprendre. Donc de ce fait, j'explique énormément. Donc je suis beaucoup dans la pédagogie. Donc je vais prendre le temps d'expliquer comment se compose un prêt, etc., etc.
Et du coup, en fait, en règle générale, les clients, j'ai très peu de clients en fait qui cassent le projet. Généralement, quand j'y vais, de toute façon, c'est que je crois au projet et que je sais que ça peut aboutir. Sinon, je suis très clair, je suis très transparent. Si un projet n'est pas viable, je dirai directement au client. Oui. Donc, c'est assez rare finalement que les clients en fait passent derrière pour aller faire une négociation. Autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'un dossier a été présenté par un courtier, ça veut dire qu'on en aura la paternité au niveau de la banque et que généralement, les banquiers en fait vont nous laisser la main sur le dossier. Donc, imaginons qu'un client aille voir, je sais pas, la caisse d'épargne pour X raison, alors qu'on a déjà été voir la caisse d'épargne, le dossier restera tout de même dans nos mains. Ok. D'accord. Et ça, peu importe la caisse régionale, ils se regroupent, c'est niveau national non, ou... Alors, ça dépend des banques. Non, mais parce que je te dis ça, je connais des petits malins dans le milieu. Ça dépend des banques, et après, il faut se dire qu'au niveau des différentes caisses... Alors, comment ça fonctionne ? Parce qu'avant de t'expliquer quand même, mais en fait, au niveau des banques, il y a quelques banques vraiment nationales, c'est-à-dire qu'elles ont une seule politique bancaire. On va avoir la BNP, par exemple, qui est une banque nationale. On va avoir la Société Générale, qui est une banque nationale. On va avoir différentes banques comme ça, la Banque Postale. Et puis, on va avoir des caisses, ce qu'on appelle régionales. Donc, elles vont fonctionner uniquement sur leur région. Et ça veut dire que sur leur région, elles ont des conditions qui ne seront pas les mêmes que sur la région d'à côté. Okay. D'accord ? Donc, ça va vraiment bouger. Ça peut bouger au niveau des taux, ça bouge au niveau des conditions, au niveau des offres qu'ils peuvent faire, etc., etc. Il y a plein de choses qui changent. Au niveau de l'assurance, au niveau de la garantie, il y a plein de choses qui bougent. Donc, du coup, en fait, à partir du moment où on sait ça, en effet, on pourrait avoir l'idée de se dire, j'ai été voir je sais pas, en Rhône-Alpes, et je vais aller voir en Savoie. Alors, ça dépend des banques, en effet. On pourrait se dire qu'on peut faire ça, sauf qu'il y a beaucoup de banques qui ne vont pas accepter de faire un projet qui ne serait pas proche d'elles. Oui. Donc, du coup, si on habite en Rhône-Alpes et qu'on va voir une banque en Savoie, potentiellement, la Savoie peut leur dire non, en fait, je ne vais pas faire un projet qui est pas dans ma région parce que ça n'a pas d'impact. Ça veut dire que derrière, en fait, je vous verrai jamais. Oui, et puis le but, c'est de créer une relation. C'est exactement. Comme le banquier, il a la même envie que nous de créer une relation, en fait, c'est et pas d'avoir juste un client. Un prêt derrière. C'est pas sur ça qu'ils gagnent leur vie. Clairement. Il faut savoir une chose. Beaucoup de gens se disent, le crédit immobilier, la banque gagne énormément. Alors oui, elle gagne de l'argent. Oui, mais c'est pas sur la ça face. Ça reste une entreprise qui est là pour faire de l'argent. Mais en fait, c'est pas sur ce produit-là qu'elle fera de l'argent, puisque le crédit immobilier, c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. Pour elle, c'est une façon en fait d'aller chercher du nouveau client, de faire de la conquête. D'accord ? Donc c'est pas là-dessus qu'elles gagneront le plus. Ce sur quoi elles vont gagner, c'est sur tout le reste, les assurances, etc., etc. C'est pour ça que l'idée, c'est de créer une relation, pas juste voilà, faire un prêt. Exactement. Donc finalement, et puis le client qui habite en Rhône-Alpes, qui va s'embêter à aller jusqu'en Savoie ou en Loire, etc., pour aller faire, c'est quand même assez rare. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc il n'y a pas trop de pertes à ce niveau-là. Pas tant que ça. Il n'y a pas trop de petits malins qui prennent leur voiture pour aller. Non, et vous, en tant que courtier, par contre, est-ce que vous faites appel à d'autres ? Ouais, nous, on peut le faire. On peut le faire si on a un partenariat. En fait, si tu veux, les partenariats bancaires, c'est ce qu'on appelle des conventions. C'est un partenariat qu'on va mettre en place avec une banque en tant que société de courtage. Et donc, du coup, si on a le partenariat, on peut présenter le dossier. Alors, il faut savoir une chose, c'est que légalement parlant, une banque, peu importe où elle se trouve en France, elle n'a pas le droit de refuser l'étude d'un dossier amené par un courtier. Okay. C'est légal, d'accord ? Mais il n'empêche qu'il faut avoir une logique, comme on disait tout à l'heure. Leur but à eux, c'est de créer une relation. Si on est en Rhône-Alpes et qu'on leur amène et qu'on part sur une banque qui se trouve en Bretagne, la banque va nous dire « Non mais écoutez, vous êtes mignons, mais ça n'a aucun intérêt pour nous. » Voilà. Donc oui, mais sinon on peut le faire. On peut le faire et c'est déjà arrivé en effet. Ok. Et du coup, tu parlais tout à l'heure un petit peu du moment où tu t'es dit que je pouvais vivre de ça. C'est vraiment avec ce dossier que là, tu t'es dit je peux vivre de ça, ou déjà même avant avec d'autres dossiers ? J'avais pas le choix. Ouais. Il fallait que ça fonctionne. C'est vrai. Il fallait que ça fonctionne. En fait, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'avais pas loin de 40 ans en fait, où j'ai un enfant, où j'ai un prêt immobilier. Ça peut pas ne pas fonctionner. Donc j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Donc les 2 premières années, qui étaient des années particulièrement difficiles dans l'immobilier, parce qu'on était sur une période de crise, les taux ont augmenté, les prix étaient très élevés, donc du coup les gens ne pouvaient plus acheter, les banques ont fermé carrément le prêt fin 2023, il n'y avait plus de banques qui prêtaient, donc c'était très compliqué. Ouais, très compliqué pour la ton période métier. a été angoissante au possible, mais il n'empêche que moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que ça m'a permis en fait de construire un réseau qui ont vu que j'étais encore là après cette période de crise, et ça m'a permis aussi d'aller faire de l'afterwork, d'aller faire du speed meeting, de rentrer dans un réseau. J'en ai fait plusieurs. À Lyon, c'est quelque chose qui est très commun. On va avoir des réseaux d'affaires qui sont en place, qui permettent de rencontrer en fait d'autres partenaires. Et mes plus beaux et plus gros partenaires maintenant que je continue à suivre, c'est comme ça que je les ai rencontrés, en faisant du réseau d'affaires. Alors, il y en a plein des réseaux d'affaires qui existent. Oui. En fonction de la région où vous vous trouvez, il va en avoir plusieurs, mais les plus connus, c'est le BNI. Nous, à Lyon, on va avoir WinnerWin, on va avoir B2B, on va avoir un certain nombre de réseaux qui sont présents. Et du coup, c'est en faisant ces réseaux-là que j'ai réussi à trouver des partenaires qui, arrivés à un certain moment, en fait, m'ont fait confiance et m'ont amené du dossier.
Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est vrai qu'au début, c'est particulièrement usant, clairement. Oui, parce que tu te débats un peu dans le vide. Tu as l'impression que et puis tu sais pas, perds du temps. Quoi. Tu sais pas comment faire pour que ça fonctionne. Tu arrives sur un nouveau métier, tu as beau suivre les conseils des uns et des autres. En fait, chacun a sa propre façon de fonctionner. Et il faut trouver la bonne façon pour toi. En fait. Donc pas évident. Le conseil que m'avait donné le fameux Alexandre Ruiz dont je parlais tout à l'heure, c'est de toute façon, Mathieu, là, pendant 2 ans, il faut qu'on te voie. Il faut qu'on te voie partout. Donc ma femme a été très compréhensive et je suis allé partout. C'est-à-dire que j'ai fait, comme je disais, les réseaux, les soirées, les after-work, etc., etc. Le but, c'était de se faire voir un maximum pour que les gens se souviennent de toi, pensent à toi en fait à ce moment-là et qu'ils se disent « Ah ben oui, tiens, j'ai un dossier, il faut peut-être que j'en parle avec Mathieu ». Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Hein. Mais clairement, les 2 premières années, et je pense que toute personne qui lance sa structure, parce que je l'ai dit, je travaille pour une franchise, mais je suis indépendant. Les 2 premières années, c'est les 2 années les plus difficiles parce que c'est là où on crée tout, en fait, finalement. Oui, tu changes. Et il faut trouver son rythme, il faut revoir constamment et se remettre constamment en question, en fait, pour essayer d'avancer. Et donc, c'est pas forcément le plus évident, quoi. Et même après, d'ailleurs, il faut continuer à se mettre en question, à se remettre en question. C'est mieux. Et du coup, aujourd'hui, tu vis que de la recommandation, apporteur d'affaires, c'est que comme ça qu'on t'amène des dossiers. De toute façon, les courtiers, la majorité des courtiers travaillent que comme ça, en fait. Les courtiers travaillent sur recommandation d'affaires. Recommandation d'affaires, alors en fonction du métier, bien évidemment, de la spécialisation qu'on va avoir dans le courtage, on va avoir différents interlocuteurs. Mais moi, je travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine, je vais travailler avec des agents immobiliers, je vais travailler avec des promoteurs, avec des commercialisateurs dans le neuf aussi, avec des constructeurs de maisons, etc. etc. Mais après, derrière, en fait, arrivé à un certain moment, c'est aussi beaucoup de recommandations qui viennent de mes anciens clients. Oui. Il y a beaucoup de mes anciens clients qui m'envoient en fait leurs amis, qui m'envoient en fait leurs contacts parce que ils ont été contents finalement. Oui, parce ça que c'est la meilleure récompense. Quand j'ai des clients, là j'ai financé des clients l'année dernière pour une maison, couple de jeunes avec qui on s'est super bien entendu et en fait ils m'envoient des photos de l'avancement du chantier. Donc ça c'était super quoi. C'est génial, on se rend vraiment compte qu'on a fait partie d'un moment de leur vie et que ça compte quoi. Donc que tu as créé une vraie relation. Ce que tu disais toi c'est important aussi parce que c'est vraiment une étape dans leur vie et tu te rends compte que tu as eu j'ai déjà refusé un client. J'ai déjà refusé un client pour ça parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on n'arrivait pas à s'entendre, il y a quelque chose qui passait pas en fait, le courant passait pas. Je sentais bien que la confiance, en fait, lui, il avait du mal à la donner. Et du coup, j'ai dit, écoutez, à ce moment-là, pour vous, je pense que c'est mieux que soit vous passiez par un courtier, soit vous alliez en direct au niveau des banques. Parce qu'à chaque fois que j'amenais une information, l'information, en fait, elle était mise en doute. Donc au final, en fait, pas intéressant. Oui. Pas intéressant pour lui, ni pour moi. Bien sûr. Donc on a arrêté la collaboration. Et c'est très bien passé, d'ailleurs. Des fois, c'est tout aussi bien. Tout le monde se comprend, se rend compte. Et lui, ça se trouve, tu lui as fait gagner du temps. Et c'est ça. Après, son crédit qu'il a fait avec la banque directement, il se dira... il avait peut-être raison, il fallait que je me débrouille tout seul exactement. Au moins, chacun ne perd pas de temps, des fois, c'est aussi bien. C'est compliqué de dire non, mais... C'est pas évident. En fait, on se rend compte que le plus dur, c'est de dire non. Parce qu'on a envie de dire oui à tout, mais au final, ça, on le fait au début. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du début. Au début, on a envie de dire oui à tout. Et donc, du coup, le problème, c'est que derrière, on se met dans des situations où on va se créer des difficultés. Et je pense que les clients, en plus, auraient préféré qu'on leur dise pas oui tout de suite. Qu'on leur dise, écoutez, je vais aller chercher la réponse ou... là, le dossier, il passe pas. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire qu'est-ce que je dois faire pour faire le dossier ? On va leur donner les informations pour qu'ils puissent faire le dossier. Et c'est vrai qu'il y a un accompagnement. Moi, il y a des clients, des fois, que j'ai pendant 6 mois, 1 an, avant qu'il y ait une concrétisation de dossier. Parce que derrière, le dossier, à ce moment-là, passait pas et qu'il y avait un certain nombre de choses à faire pour pouvoir avancer, pour faire qu'il soit solvable. Et au bout d'1 an, ça paye, quoi. Donc voilà. Bon, après, tout le monde n'écoute pas les conseils. Mais... Ça, après, c'est plus ton problème. Après, c'est vrai, exactement. Et du coup, tu parlais de dossier. On va effacer un petit peu les mythes. C'est quoi un bon dossier vraiment pour emprunter Un beau dossier ? Ouais, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire ? C'est marrant parce que tu parles de beau dossier, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont un super dossier. Oui. Il y a plein de gens, ils sont persuadés qu'ils n'ont pas un bon dossier. Ils se disent tous, il faut que je gagne 10 000 par mois pour avoir un beau dossier. Non, c'est pas vrai. En fait, 10 000 par mois, non. Alors évidemment, malheureusement, le système est fait de telle sorte que plus on gagne, plus on aura des conditions favorables. Pourquoi ? Parce que le potentiel en fait, de rentabilité pour une banque, il est plus élevé. Si on gagne beaucoup d'argent, potentiellement, on va pouvoir placer de l'argent sur la banque ou prendre plus de choses. Donc, elles vont faire des efforts là-dessus. Mais de l'autre côté, il faut se dire qu'un jeune qui vient de commencer, qui gagne ses 1 900, 2 000 euros par mois, s'il est réaliste dans son projet, c'est une chose super importante, s'il est réaliste dans son projet, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas acheter. Un beau dossier, c'est quoi ? C'est quelqu'un en fait qui
qui reste cohérent, c'est ce que je disais, qui va avoir des relevés de compte sur au moins les 3 derniers mois qui sont propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découvert, même si le découvert est autorisé et qu'on se dit j'ai le droit en fait. Oui. C'est quelque chose qui ne plaît pas. Pourquoi ? Parce qu'une banque, elle va se dire il vit au-dessus de ses moyens. Bien sûr, il faut rassurer la banque. Donc, il faut rassurer la banque. Donc, du coup, il faut qu'il n'y ait pas de découvert. Pas ce qu'on appelle de commission d'intervention. C'est quoi une commission d'intervention ? C'est quand on dépasse le découvert et que, du coup, chaque opération qui va être faite au-delà du découvert va nous coûter, en fait, une commission particulière qui, généralement, est de 8 €. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est une commission d'intervention. Donc, ça veut dire qu'on achète une baguette à 1,50 €. Derrière, elle coûte 9,50 €. Elle fait cher la baguette. Voilà. Donc, ça, elles n'aiment pas trop. Donc, avoir des comptes qui sont propres. Tous les comptes sont importants. C'est-à-dire que si on a son compte personnel, qu'on achète en couple et qu'on a un compte commun avec le compte commun et tout le temps à découvert, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait vraiment tous les comptes qui soient propres. À partir de ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faire attention à tout ce qui va être emprunt. Les préconsos, faire attention parce que le préconso va être pris en compte dans les fameux 35% maximum qui sont demandés par les banques pour pouvoir emprunter. C'est pas 35%, c'est pas un montant qu'elles ont donné comme ça juste pour nous embêter. C'est mis en place en fait, c'est une réglementation qui est mise en place en fait par le HCSF, qui est un organisme en fait spécialisé et qui pose des règles, qui impose des règles aux banques. Et donc du coup, c'est 35% maximum. Donc si on a un crédit conso, le montant du crédit conso en fait va manger une partie. Oui. Donc tout de suite ça impacte le dossier pour emprunter. Quoi. Donc crédit conso. Beaucoup de gens ne pensent pas que ça en fait partie, mais tout ce qui est location LDD, LOA, etc., toutes ces choses-là, en fait, au niveau de la voiture... Là, tu dois en avoir de plus en plus. On en a énormément. On en a énormément. Et ce qui se passe, c'est que si on a 300 €, par exemple, pour une voiture tous les mois, même si c'est sur 3 ans, en fait, sur 3 ans, ces 300 € en fait, sont immobilisés pour la voiture. Ouais. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est de l'argent qui ne pourra pas être consacré au prêt. Donc, ça va baisser votre capacité d'emprunt et potentiellement compromettre un projet. Donc, bien faire attention à tout ce qui est prêt. Tout ce qui est prêt et tout ce qui est charges récurrentes qui reviennent tout le temps. On ne comptera pas le loyer, on ne comptera pas EDF, etc. Parce que le loyer, il disparaît si on achète en sa résidence principale. Et tout ce qui va être EDF, etc., on peut potentiellement le changer, prendre quelque chose de moins cher, etc. etc. Donc électricité, gaz, il y a plein de compagnies qui existent. On peut faire jouer la concurrence. D'accord ? Mais donc du coup, ça, très important aussi. Donc du coup, relevé de compte, les prêts, et bien évidemment... Comme je disais, avoir un projet qui soit cohérent. On gagne 2 000 € par mois, on ne part pas sur un bien à 350 000 €. Oui. Ça n'arrivera pas. Tout bête, hein. Dites-vous bien, pour votre capacité d'emprunt, c'est 35%. Alors dans les 35%, vous gagnez 2 000 €, il faut se dire que la mensualité max serait 700 €. Par contre, c'est 700 € tout compris. D'accord ? Donc c'est avec les frais de notaire, avec la garantie, avec l'assurance, avec etc. Donc c'est pas le montant que vous pourrez mettre tous les mois dans votre prêt. D'accord ? Mais voilà. Dites-vous bien que ça, si ça dépasse 700 € de remboursement pour un salaire de 2 000 €, ça passera pas. Oui. Mais du coup, il ne faut pas rester entre guillemets sur un salaire, c'est ce que je dis toujours. Non, moi, bien sûr, vraiment pas l'idée sur un salaire, c'est plus comment on va présenter le dossier aussi, ça a un impact évidemment. Alors ça, c'est mon boulot, ça, c'est ma partie. C'est ce que j'allais en dire. Comment toi, tu conseilles pour bien présenter le dossier ? Ça, c'est ma partie. Ça, c'est ma partie. Moi, je sais, par mon métier, je le sais, mais comment toi, tu vas vraiment dire, on présente... C'est comme un objet, hein. Une bouteille d'eau, tu peux la vendre 1 € comme 10 €. C'est le marketing. Donc toi, comment tu mets... C'est comment on emballe en fait le dossier. Ce que je dis toujours, en fait, c'est comment je vais l'emballer. Quel ruban on met dessus. Mais en fait, en gros, si tu veux, il ne faut pas cacher de choses. Donc ça veut dire que quand on va présenter un dossier, nous, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'évidemment, on va parler des points négatifs. S'il y a des points négatifs, des fois, il n'y en a pas. S'il y a des points négatifs, on va en parler. Et après, on va mettre en avant tout ce qui va être point positif. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a, alors c'est pas toujours le cas, hein, clairement, c'est même un cas qui va être assez rare, mais quelqu'un qui a une grosse somme d'argent sur son compte. Il veut acheter, il a un apport de 20 000 € sur un projet à 200 000. C'est parfait. Autre point, ça je l'ai pas dit, l'apport. J'en ai pas parlé, autant pour moi. Généralement, si vous voulez avoir un super dossier, il faut arriver avec 10% d'apport. Pourquoi 10% ? C'est pas un nombre donné au hasard, c'est que 10%, ça représente tous les frais annexes au projet. Vous achetez un bien à 100 000 €, vous arrivez avec 10 000 €. Vous achetez un bien à 200 000 €, vous arrivez avec 20 000 €. Pourquoi ? Parce que les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier, les frais de courtage vont rentrer en fait dans cette enveloppe et on sera à peu près à 10%. Et donc la banque en fait ne financera que le bien que vous allez acheter. D'accord ? Donc c'est important. Mais quelqu'un qui arrive donc du coup avec son apport et à qui il va rester en épargne après projet 10, 20, 30, 40 000 €. Plus il va avoir d'épargne, plus la banque en fait va dire ah ouais, il y a du potentiel. Oui. Et je vais pouvoir lui proposer des choses. Je vais potentiellement lui dire de placer son argent sur telle chose, telle chose. Après, vous le ferez ou vous le ferez pas. Oui.
Ça, c'est pas la question. Ça, c'est pas la question. Mais sur le papier, on va pouvoir mettre en avant le fait qu'il y a de l'épargne et que le client va potentiellement pouvoir le placer au niveau de la banque. Ça, c'est un vrai point, un vrai levier dessus. D'accord ? Donc ça, c'est une des choses qui peut être importante. Mais clairement, j'ai envie de dire, pour une banque, le plus important, ce qu'elle voit, c'est des chiffres. Oui. Clairement. Donc on mettra en avant tous ces points-là. Nous, dans un dossier, ce qu'on met en avant, c'est vraiment les points positifs, en fait. Le fait de savoir qu'il y a de l'épargne, le fait de savoir qu'il y a un beau revenu, les primo-accédants. Les primo-accédants, elles vous adorent, les banques. Les gars, elles vous adorent, les banques. Pourquoi ? Parce que vous avez un potentiel en fait d'évolution. Vous rentrez dans un emploi, vous êtes à 2000, mais potentiellement, quand vous allez grandir, quand vous allez évoluer, si ça se passe bien avec la banque, vous restez chez eux et vous allez évoluer, gagner plus d'argent. Donc vous aurez des choses à faire en fait. Vous pourrez placer votre argent, etc. Donc c'est ça qu'elle voit. Elle va voir aussi le potentiel que vous avez et en plus, souvent, il y a des petites choses qui peuvent vous être proposées en tant que primo-accédant. Donc ça peut être sympa. Oui, donc entre guillemets, il n'y a pas un dossier, c'est vraiment... Non, tous les dossiers sont différents en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle entre guillemets. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle, ça va vraiment dépendre. Je donne un exemple. Là, dernièrement, j'ai eu un super dossier. 24 ans, presque 3 000 euros de revenus. Super dossier. Apport de 10%, donc il a amené 20 000 euros sur un achat à 200 000 euros, un peu moins, 195. Donc il y avait tout qui est sur le papier qui était très bien. Il sortait d'études, fin d'études, pardon. Et donc, du coup, la problématique, c'est qu'il n'était pas français. Il avait une carte de séjour. Carte de séjour de 5 ans, de 10 ans, pardon. Non, de 5 ans. De 5 ans. Et cette carte de séjour, il lui restait 1 an dessus. On amène le dossier en banque, la banque nous dit ok, normalement il n'y a pas de problème, l'apport est bon, le projet est bon, il a des bons revenus, il y a de l'épargne sur le dossier, il lui restait je crois 5 ou 6 000 euros, à 24 ans c'est quand même énorme, il lui restait 5 ou 6 000 euros après projet, donc belle épargne de précaution, je veux dire tout était impeccable en soi sur le papier. Et bien le dossier n'est pas passé. Pourquoi le dossier n'est pas passé ? Parce qu'il achetait dans une zone, il avait un projet cohérent, il voulait acheter un appartement qui correspondait à ses moyens. Mais derrière, la problématique, c'est qu'il achetait dans une zone qui était une zone difficile, une zone compliquée de Lyon. Pour pas le citer, c'était un quartier de Vénissieux, un peu difficile. Et le banquier, en fait, a dit « Ouais, mais en fait, la problématique, c'est que l'appartement est un peu cher. Et que dans cette zone-là, potentiellement, quand il va revendre, il va perdre de l'argent. » Donc c'est pour vous dire, les banques vont jusqu'à regarder ce genre de choses. Parce que, alors, elles ne pensent pas forcément à vous. Oui, mais elle va se dire que si vous revendez, vous allez vous mettre en difficulté. Et potentiellement, quand vous allez devoir rembourser le prêt, vous ne pourrez pas la rembourser. Et donc, du coup, elle n'a pas validé le projet. Donc, c'est que partie remise. Là, il est reparti en recherche, donc il est en train de regarder sur autre chose. Mais je veux dire, un dossier qui est top, on se dit c'est impeccable, ça peut passer, mais il peut y avoir des particularités, des facteurs externes qui vont faire que ça avancera pas. Et là, du coup, tu parlais de la règle des 10%. Là, on va parler un petit peu plus pour les investisseurs immobiliers. Pas que, ça fonctionne aussi. Pour tout le monde. Est-ce que tout le temps on dit il faut 10%, il faut tant d'années pour les entrepreneurs, il faut 3 ans de recul, Tu m'as posé la question pour un beau dossier. Là, je te dis dans le meilleur des cas de figure. Oui, le mieux c'est de l'avoir. Voilà, mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir 10% d'apport pour ceux qui s'y connaissent pas trop, et pour les entrepreneurs ou ceux qui sont à leur compte, indépendants, etc., est-ce que c'est vrai qu'il faut attendre 3 ans d'activité ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Pour un entrepreneur ou même une personne qui veut acheter sa résidence principale, d'accord ? La personne qui veut acheter sa résidence principale, mais qui a un bon salaire, qui a un peu d'argent sur son compte, mais ça représente que l'épargne de précaution, c'est-à-dire ce qu'il garde au cas où il y aurait une galère. Si on peut expliquer le pourquoi il n'y a pas une épargne plus importante, il y a certaines banques, pas toutes, même très peu, mais il y a certaines banques qui vont accepter de faire ce qu'on appelle du surfinancement. C'est quoi le surfinancement ? Ça veut dire qu'on va financer plus que le projet. On peut aller jusqu'à 110%, les fameux 10%. Ouais. D'accord ? On finance le projet, 100%, plus et on finance les frais, 110%. D'accord ? Donc il y a certaines banques qui peuvent aller sur ce genre de projet s'il y a une raison, entre guillemets. D'accord ? On peut l'expliquer. Par contre, autant te dire qu'il faut que tout soit nickel. Oui, les comptes sont au top, il n'y a rien qui dépasse. Il faut vraiment que ce soit impeccable. Mais on peut aller chercher ce genre de choses. Donc ça, RP, ça se fait. Sur de l'investisseur locatif. L'investisseur locatif qui veut faire un projet sans amener d'apport, faire un surfinancement, quelques banques peuvent encore le faire. Par contre, sous condition. Un exemple sur une des banques, il y a une banque qui propose de le faire. Par contre, il faut qu'il puisse, si jamais il y a une vacance locative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de locataire dedans et que la mensualité va continuer à tomber. Donc, s'il n'y a personne dedans, il faut que lui puisse assumer la mensualité dans le cadre des 35% d'endettement possible. Okay, donc. Si ça passe, pas de problématique. Autre point, on est sur du locatif. Ça veut dire que derrière, il y a un loyer qui va rentrer. Si le loyer couvre intégralement la mensualité, et si on va même un peu plus loin, qu'on a une super rentabilité, que ça couvre les charges derrière,
dans ce cas-là, certaines banques peuvent aussi accepter en fait, de financer le 110%. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, c'est plus compliqué. Ça demande plus de travail. Il faut être réaliste. C'est plus compliqué, ça demande un peu plus de travail, mais c'est réalisable, c'est faisable, bien sûr. Oui, il n'y a pas entre guillemets une règle ou limite. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Qui peut limiter certaines personnes. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Quand tu te renseignes pas sur l'information, tu te dis bah mince, j'ai pas 10% d'apport. Il y a certaines personnes, comme tu disais, ils pensent qu'ils n'ont pas une situation qui est stable parce qu'ils imaginent devoir 3000, 4000 pour emprunter, alors que pas forcément. Alors juste à cause de mythes que tout le monde s'est mis en tête. En fait, c'est le marché immobilier, le marché financier, pardon, ça reste assez opaque finalement. Oui, les règles ne sortent pas et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir d'informations. Mais non, clairement, on peut aussi y aller. Alors évidemment, on n'est pas magicien. Non, bien sûr. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a certains cas de figure, en effet, où ça passe. Là, dernièrement, sur la fin d'année, j'ai dû sortir 3 dossiers en surfinancement. J'ai fait 3 dossiers en 110%. Donc, ça existe. Oui, bien sûr, ça existe. Et après, dernier cas de figure dont tu me parlais, pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, l'indépendant, qui veut acheter sa RP, qui veut faire un projet immobilier. Celui-là, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à entendre qu'il faut absolument 3 ans d'ancienneté, 3 bilans pour pouvoir sortir le projet. Et 3 bilans, attention, c'est pas juste avoir les documents, il faut que les 3 bilans soient bons. Oui, bien sûr. On se dit, oui, 3 bilans, et encore, certaines banques vont vous dire 3 bilans, mais il faut que sur les 3 bilans, ils se soient payés. Parce que si c'est 3 bilans qui sont bons, mais qui ne s'est pas payé, comment il va faire pour payer le prêt, en fait. Donc voilà. Dites-vous que 3 ans, pas toujours. En fonction du dossier, et c'est pour ça qu'on dit que chaque dossier est différent, en fonction du dossier, on va pouvoir sortir avant. Là, je donne un exemple. En ce moment, j'ai un dossier en cours. On a un entrepreneur qui est dans les logiciels. Il a ouvert sur sa structure en fin 2023. Donc là, il vient d'avoir son 2e bilan. Par contre, on est sur une super progression sur les 2 premières années. Le dossier il sort. Oui, parce qu'il y a du potentiel. Là, on a une proposition de banque, on vient de l'accepter, donc là, c'est les formalités pour pouvoir finaliser. Mais oui, le dossier il sort en fait. Donc non, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Il ne faut pas hésiter à aller demander conseil. De toute façon, le rendez-vous est gratuit. Oui, c'est ça. Le rendez-vous, il n'y a pas de risque à tenter, exactement. Il n'y a pas de risque à tenter. On fait une étude, on regarde si c'est faisable. Si c'est pas faisable, dans ce cas-là, on expliquera le pourquoi c'est pas faisable et on donnera les clés pour pouvoir avancer et pour pouvoir le concrétiser dans le futur. Mais derrière, ça coûte rien en fait. Donc autant consulter un courtier, quoi. Ça vaut le coup. Et du temps qu'on est sur les mythes, les 33-35%. Est-ce qu'il y a surendettement à aller chercher 37-38 sur des personnes qui ont des bonnes situations ? C'est ça. Alors, la réglementation, en fait, c'est la loi française dans sa plus belle splendeur. Là, voilà. En fait, ça, si tu veux, tu prends un médecin, ça gagne entre 6 et 10 000 euros par mois, on va dire. Bon, très certainement qu'il y en a d'autres qui gagnent beaucoup plus, en fonction du statut, etc. Mais exactement. Cette personne-là, imaginons qu'il a un remboursement de prêt de 1 000 euros par mois. Remboursement de prêt en gagnant 6 000 euros par mois, on n'est pas aux 35%. Il va faire un investissement locatif, on va être à 2 000. Puis ensuite, il en fait un deuxième, on est à 3 000. Je donne des chiffres complètement au hasard. Mais on va être à 3 000. 3 000 sur 6 000 euros, on va se dire que finalement, il a 50% d'endettement. Ces 50% d'endettement, ce qu'on va regarder derrière, c'est aussi le reste à vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui reste pour vivre ? Il lui reste, une fois qu'il a payé ses charges de logement et ses différents projets, il lui reste quand même 3 000 euros, quoi. 3 000 euros, c'est pas rien. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les banques, sur de l'investisseur comme ça, qui peut avoir des moyens, toutes les banques ne vont pas pouvoir sortir des 35%, puisqu'on a des banques qui sont très cadrées, exactement, qui sont très limitées. Généralement, sur les très grosses banques, c'est très compliqué de sortir du cadre. Par contre, on va avoir d'autres possibilités, d'autres banques, alors des fois qui sont un peu moins connues, en fait, un peu moins connues, tout simplement, parce qu'elles sont spécialisées, mais qui vont pouvoir sortir de ça. D'accord ? Donc non, l'investisseur, en fait, il faut bien se dire que des fois, on a de la solution. On ne va pas rester bloqué sur les 33-35% en fait, qui sont imposés en fonction en fait, du profil. C'est toujours la même chose de toute façon. C'est toujours la même chose. C'est ça. En fait, c'est le profil qui va déterminer. C'est qu'il n'y a pas de règles fixes qui sont uniques et pour chacun. C'est vraiment, ça dépend du dossier de chacun. Il faut se dire que ces règles sont là, entre guillemets, pour donner un cadre, mais qu'après, on peut sortir du cadre en fonction de nous, notre situation, du dossier. Mais après, il faut bien présenter les choses, encore une fois. Il faut rassurer la banque. Il faut se dire que la banque, elle prend un risque, il faut la rassurer. Tu viens de dire une chose super importante. Moi, je dis toujours à mes clients, ce que veut une banque, en fait, c'est être rassurée. Pourquoi ? Parce qu'au final, si vous regardez bien, on se dit oui, mais ils ont des milliards, etc. Oui, mais c'est elles qui prennent le risque. C'est la banque qui prend le risque. Si finalement, en fait, on ne peut pas payer le prêt, qu'est-ce qui se passe ?
Alors certes, ils vont peut-être récupérer l'appartement, parce que du coup, il y a une garantie dessus, etc. Ils vont récupérer l'appartement. Mais si l'appartement, dans une période de crise au niveau immobilier, et que l'appartement se vend moins cher, la perte, elle est pour qui ? Bah oui, pour la banque. C'est pour ça, il faut toujours rassurer la banque. La perte, elle est pour la banque à moitié, parce qu'on va quand même conserver une dette. Mais je veux dire, il y a une vraie part de risque, en fait. Et quand on regarde les intérêts, en fait, sur un prêt, on se dit, on va acheter sur 25 ans, la banque, elle va récupérer tant. Ça, elle les touche que si vous restez vraiment les 25 ans sur le prêt. Sauf qu'on sait très bien que maintenant, c'est de plus en plus rare qu'on garde en fait un prêt pendant 25 ans. Quand on achète sa première résidence principale, la moyenne sur une résidence principale, sur un primo-accédant, c'est 8 ans. Ah oui, c'est peu. Donc la banque, les 25 ans, elle ne va pas les voir, quoi. Oui, donc elle sait que derrière... Elle sait que derrière, elle ne va pas forcément les toucher. Donc du coup, forcément, ça va avoir un impact. Donc ce qu'elle veut, la banque, c'est vraiment être rassurée. Elle veut être sûre que derrière, vous serez en capacité de la rembourser, que vous ne serez pas en difficulté et que vous pourrez payer votre mensualité de prêt. Et du coup, sur les banques, toi, comment tu gères ta relation justement avec les conseillers, que tu peux venir dans un rendez-vous avec tes clients ? Comment elle se fait la relation elle est plutôt cordiale avec les banquiers ou ils te voient plutôt comme un petit peu un concurrent, même si c'est pas le cas parce ça dépend des banquiers. Ouais. Ça dépend des banquiers. Moi, je fais tous mes rendez-vous en banque. C'est-à-dire que tous mes clients, je les accompagne. Alors, des fois, il peut y avoir des exceptions, mais je veux dire, visio, à distance, c'est la majorité, en fait, je fais tous mes rendez-vous en banque. Je rencontre parce que c'est jamais évident, en fait. Et puis, on se retrouve en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, je les connais pas tous forcément. Moi, si tu veux, quand on est courtier, on traite pas toujours en direct avec l'agence. On va traiter en fait avec des services qui sont au-dessus, qui sont ce qu'on appelle des services prescription et qui vont gérer, en fait, si tu veux, la mise en place du dossier. Et qui après vont le rebasculer en agence en fait pour que la relation soit mise en place. Oui, en fonction du lieu, de la présence du client, quel conseiller peut intervenir. Donc du coup, très souvent quand j'arrive en rendez-vous, en fait, je les connais pas les conseillers. Oui, donc t'en vois souvent des nouveaux. J'en vois souvent des nouveaux. Il y a quelques banques où les conseillers sont là, peuvent rester très longtemps en fait, où ils ont des politiques. Mais t'as 2-3 banques comme ça où les conseillers où ils n'ont pas besoin de faire bouger. Turnover. Exactement. T'en as 2-3, mais sinon dans la majorité c'est vrai. Et puis en plus ils ont une obligation dans certaines banques en fait de bouger tous les 3 ans. Donc ton conseiller c'est normal qu'il saute. Ouais. C'est pour pas qu'il y ait de relations. Mais ça, en fait, tu vois, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent. Tu te dis pourquoi mon conseiller. Parce que beaucoup de gens se plaignent maintenant. Saute, exactement, mais c'est pas qu'il saute, c'est qu'il change d'agence. Pourquoi ? Parce que on est quand même sur une banque, on est quand même sur de la gestion d'argent, sur des gros montants potentiellement. Et donc du coup, en fait, il faut pas qu'il y ait de relations en fait d'amitié ou des relations en fait trop intimes qui se créent avec les clients, parce que ça peut amener en fait des situations compliquées. Donc il y a certaines banques pour anticiper des problématiques, ils font bouger leurs conseillers tous les 2-3 ans. Donc du coup, il y a pas mal de grosses banques qui font ça. Et c'est pour ça que les conseillers changent tout le temps. Alors, mais ça, c'est assez récent aussi. À l'époque, tu pouvais pas avoir un conseiller de famille, c'est entre récent, guillemets. Ça doit faire 15-20 ans, c'est comme ça quand même. Ouais, mais tu as l'impression que ces derniers temps, tu as de plus en plus de turnover. Parce que je pense qu'il y a ça qui s'accumule aussi avec des personnes qui changent de métier, qui veulent se réorienter dans la banque parce que c'est facile aussi de se réorienter. Après, la banque est en crise aussi. Oui, c'est ça aussi. Il faut dire ça, comme beaucoup de métiers, en fait, c'est vrai que c'est les métiers qui sont considérés comme un peu moins glamour. Et donc, du coup, on a un peu plus de mal à recruter. Donc les gens y vont, se rendent compte que c'était pas forcément ce à quoi ils s'attendaient et puis ils bougent. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme beaucoup de secteurs en fait. Donc oui, il y a le turnover, oui, il y a cette fameuse réglementation qui est imposée par certaines banques où ils doivent bouger aussi. Et puis tu vas aussi avoir un point, c'est que, et je leur souhaite à tous nos chers amis banquiers, c'est qu'il y en a certains qui évoluent en fait, qui changent de poste. Et quand ils changent de poste, ils sont amenés à bouger quoi. Bien sûr. Donc toi, la relation se passe. Donc la relation, nous on a une relation au-dessus, si tu veux, donc ce qu'on appelle les pôles prescription, et la relation est très cordiale. Certains banquiers en fait des fois viennent nous présenter en fait ce qu'ils font, tout simplement pour qu'on sache nous courtiers si c'est intéressant de passer par telle ou telle banque. Donc on a quand même une relation qui est privilégiée entre guillemets, mais ça reste quand même cordial. C'est pas non plus nos potes quoi. Oui, c'est ça. On va pas aller boire des canons en sortant du. Oui, mais c'est plutôt bien pris quoi. Oui, bien sûr. Limite aussi, toi tu leur fais une part de leur travail. Ils ont pas besoin de construire le dossier avec le client. On a un filtre en fait. On a un filtre pour eux. Oui, quand on leur ramène un dossier, c'est que dans 80% des cas, ils savent que le dossier, en fait, ça va être un dossier qui va passer. Derrière, donc, ça on a filtré. Exactement. Après, donc, on filtre quand même un certain nombre de dossiers. Et quand on leur amène le dossier, c'est qu'on sait qu'il arrive à maturité et que, logiquement, il devrait se concrétiser. Donc, c'est de la perte de temps en moins pour eux aussi. Il y a tout ça qui joue quoi. Après, il n'empêche que des fois, il y a certainement qui n'acceptent pas les dossiers qu'on leur ramène. Oui, pour X ou Y raison. Mais je veux dire, voilà, on a quand même la relation ce est plutôt cordiale et du fait que ça vient d'au-dessus, c'est plus simple aussi derrière, entre guillemets. Tout à fait. Après, ça dépend du mode de fonctionnement des banques. Il y en a certaines où, en effet, on va passer directement par l'agence, mais c'est quand même, c'est pas le plus commun. Oui, ok. Et du coup, toi, un petit peu ta vision au niveau du courtage là, dans les 5-10 années pour toi,
En général, c'est très compliqué. Et après, sur le marché immobilier, si tu arrives à te donner, entre guillemets, sors ta boule de cristal, c'est le moment. Là. C'est un peu ça. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de mutations actuellement sur notre société, et évidemment, je parle de l'IA, par exemple, qu'on ne sait pas en fait comment ça va évoluer. Nous, on sait que dans le courtage, il y a de plus en plus d'IA qui sont intégrés à nos logiciels métiers, de plus en plus, alors qu'ils nous facilitent la vie, mais qui dit qui nous facilite la vie pour l'instant, mais qui dit qu'à un moment, ça va pas être quelque chose qui va nous remplacer aussi. Donc c'est vrai que c'est assez dur. Dans les 5 ans, je ne pense pas, mais dans les 10 ans, peut-être. Après, le marché immobilier en lui-même, on sort d'une période qui était quand même particulièrement difficile. C'était vraiment très compliqué. Sortie de Covid, comme je le disais tout à l'heure, les taux qui ont augmenté, les prix qui étaient très élevés. Il a fallu une période en fait, de transition où les gens ont dû comprendre que malheureusement, leurs biens ne valaient plus la même chose. Donc il y a beaucoup de villes où on a perdu. Je crois que la moyenne en France est aux alentours de 10%, si je ne dis pas 8-10%. Ou peut-être non, je dis une bêtise, pardon. Désolé. La moyenne à Lyon, en fait, on était aux alentours des 10%. On était aux alentours des 10%, et il y a pas mal de villes qui ont perdu. Je sais que Paris, qui historiquement est monté très très vite, a perdu quand même 13%, 13-14%. Donc c'est vrai que les gens ont dû s'adapter à ça. Et de l'autre côté, en fait, on s'est retrouvé avec des banques qui, si elles voulaient continuer en fait, à rentrer de nouveaux clients, étaient obligées elles aussi de s'adapter. Mais elles ont des contraintes, en fait, les banques. C'est-à-dire qu'elles ne prêtent pas, c'est pas un taux au doigt mouillé, quoi. Il y a pas mal de contraintes qui sont là derrière, et elles ont dû attendre que ces fameuses contraintes soient plus favorables pour baisser leur taux. Donc c'est vrai qu'on est sorti d'une période qui était assez compliquée. Là actuellement, on est sur une période de reprise, mais qui est assez fragile. Ça dépend aussi beaucoup de tout ce qui se passe autour de nous au niveau politique, etc. Et on sait que c'est pas évident. Il faudrait un autre épisode si on veut partir sur ce sujet-là. On partira pas sur ce sujet-là. Peut-être une partie, mais bon. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des plus évidents actuellement de se projeter en fait. 2026, on espère que ce sera une année qui sera un peu plus porteuse. Donc 2025 c'était mieux. De toute façon on pouvait pas faire pire. Mais 2025 c'était mieux. On espère qu'on sera sur la même lancée pour 2026. 2027 c'est encore un peu flou parce qu'on sait dans tous les métiers de la finance que les années présidentielles, et oui ce sera les élections. Les années présidentielles c'est les années qui sont un peu plus incertaines. On ne sait pas encore comment ça va se passer. On ne connaît pas les directives au niveau de la finance, etc. Donc beaucoup de gens en fait attendent à ces périodes-là. Donc on verra comment ça se passe, mais on suppose que ça va peut-être stagner un petit peu et après, on n'est pas à l'abri de crise, quoi. Oui. On n'est pas à l'abri de crise. Donc c'est compliqué pour toi de donner une vision sur 5 ans, quoi. Non, parce sur que tu es tellement dépendant du marché. On est tellement dépendant. Actuellement, en tout cas, c'était moins le cas avant. Avant, on avait quand même une stabilité. On sort d'une période hyper stable. Et justement, avec les fameux taux aux alentours des 1%, qui était une anomalie, en fait. Mais on est sorti de cette période de stabilité qui était quand même fantastique. Là, on est rentré dans quelque chose où il n'y a plus rien de stabilité. On est dans l'instabilité. Mais c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte. C'est que la banque, elle prête à 1%. Sauf qu'ils sont arrivés dans une phase de transition où ils empruntent avant à 3%. Donc il y a le décalage de 2%. Les gens ils disent les banques elles prêtent plus, etc. Mais c'est qu'à un moment il y a certaines banques qui ont été en difficulté, qui ont dû trouver des moyens. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant ils vendent des alarmes, du téléphone, etc. C'est il faut qu'ils trouvent une autre source de revenus parce qu'ils gagnent plus autant d'argent qu'avant parce qu'ils ont prêté 1%, mais maintenant ils empruntent à 3%. En fait, donc ce qu'il faut se dire, si c'est le cas, c'est pour simplifier parce que si on rentre vraiment dans le fonctionnement de la banque, comment ils gagnent leur argent, c'est compliqué. On perd tout le monde. Mais pour faire simple, c'est ça, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui remboursent des prêts à 1%, mais la banque elle emprunte à 3%, donc il y a un décalage. Donc c'est aussi ce qu'il faut se dire, c'est que la banque, en fait, l'argent qu'elle nous prête sur un prêt immobilier, elle va l'emprunter elle aussi. Et donc la problématique pour elle, c'est de trouver le juste milieu pour que ce soit rentable, en fait. C'est-à-dire que si elle emprunte à 3, elle peut pas vous prêter à 3. Parce que, normalement. Normalement, elle peut pas vous prêter à 3 parce que ça veut dire qu'elle a rien gagné là-dessus. Et une banque, son rôle, c'est quand même de faire de l'argent. Ça reste une entreprise. Donc du coup, il faut avoir conscience de ça. Donc les mécanismes sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. C'est pas juste la banque qui accepte de vous faire un super taux. Non, c'est que en fait, ça va dépendre des conditions où elle-même, elle va emprunter. Et il y a plusieurs leviers en fait sur lesquels malheureusement elle n'a pas la main. Et elle est obligée, elle est dépendante en fait de ça pour pouvoir fixer ses taux. C'est pas évident. Non, mais bon. On souhaite tout le bonheur pour la suite. Voilà, exactement. On espère que le marché, logiquement, on est dans une phase un petit peu comme dit Ciseaux, les taux sont plus bas, sont descendus, le marché de l'immobilier est redescendu, donc logiquement, tu devrais avoir plus d'acheteurs. On est dans une phase, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de bonne période ou de mauvaise période pour acheter. La bonne période, c'est quand on peut le faire. Alors oui, en effet, si on a des taux d'intérêt un peu plus hauts, on aura tendance à payer plus. Mais il faut bien vous dire que si les taux baissent derrière, vous avez toujours cette possibilité de consulter votre banque et de renégocier en fait le taux. Alors attention, elles n'ont pas d'obligation d'accepter, mais elles le font très souvent parce qu'elles veulent vous conserver en tant que client. Donc du coup, en fait, la bonne période, c'est le moment en fait où vous avez la possibilité de le faire et où pour vous, c'est le bon moment. C'est surtout ça le bon moment en fait. C'est pas de se dire ah ouais mais alors oui évidemment, si les prix sont élevés et que les taux sont élevés,
bon, j'aurais tendance à vous dire ok. Ouais, mais après, ça dépend pourquoi c'est toujours pareil. Si c'est pour une résidence principale, un investissement immobilier, on ne raisonne pas de la même façon. Quoi. Exactement. Les personnes qui ont acheté, par exemple, en 2020-2021, qui ont acheté à un moment où les taux étaient certes plus bas, mais les prix très élevés, si elles veulent revendre actuellement, elles ont un super taux, mais elles ont un prix assez élevé, donc elles doivent vendre, elles vont devoir vendre à perte. C'est ça. Donc, ça va s'équilibrer, entre guillemets, mais je veux dire, voilà, il y a tout ça. Donc, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais il n'y a pas de vraie bonne période. Oui. D'accord ? C'est le bon moment pour vous. Oui. Si vous pouvez vous permettre de le faire, allez-y, ou consultez un courtier. Vous dira. Bon moment. Et du coup, toi, un petit peu, comment tu gères la vie perso, pro ? Est-ce que tu as un rituel, sport, passion en dehors du courtage qui t'équilibre ? Comment tu fais ? Sport. Alors, le sport et moi, c'est une histoire un peu compliquée. Il y a des périodes où on s'aime beaucoup, des périodes où c'est un peu moins, mais je me suis rendu compte que sur les périodes où on s'aimait bien, en fait, généralement, tout était beaucoup plus équilibré dans ma tête, tout était plus équilibré au niveau de mon rythme. Et c'est vrai que c'est important, finalement. Donc c'est vrai que là, je m'y suis beaucoup remis. Je suis dans cette phase où je suis au taquet. Hein. Donc non, c'est très important pour le coup. J'ai un papa qui était responsable d'une salle de sport en plus. Oui, donc en plus, t'as une petite pression familiale. Petite pression. mais au-delà de ça, pour détailler un peu, moi je suis en couple, on est pacsé avec ma compagne, j'ai un enfant qui est maintenant un peu plus grand, il a 11 ans. Et qui se gère un petit peu plus, chose qui était moins le cas quand j'ai commencé et qu'il était en primaire, fallait l'emmener à l'école, fallait le chercher, etc. Qui va se gérer de plus en plus. Pas trop non plus, mais... Je sais pas si c'est une bonne chose, ça. Mais bon, si c'est très bien, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il fasse des conneries, parce que voilà, c'est comme ça qu'on passe tous par là. Exactement. Mais on a un équilibre avec ma compagne. Ma compagne est aussi indépendante. Donc, ça, c'est une facilité et des contraintes. Alors elle non, moins parce qu'elle est indépendante mais en tant que kiné. Et donc kiné en fait, on a un cabinet et on a un emploi du temps qui est fixe. Ouais. Moi j'ai tendance à bouger en fait en fonction de mes rendez-vous, en fonction des rendez-vous bancaires. Oui, donc c'est plus toi qui es flexible. Exactement, je suis un peu plus flexible, mais du coup en fait on s'est partagé les tâches du quotidien en fait en fonction de nos emplois du temps. Par exemple c'est elle qui emmène un peu plus notre fils aux entraînements de basket. On fait les matchs tous les deux. Je fais plus les courses de mon côté. Enfin je veux dire voilà. Ouais, vous avez trouvé un équilibre. On a trouvé un équilibre qui est cool, qui nous correspond et qui nous convient. On en est très content. Et non, vraiment, je pense qu'à aucun moment je regretterai le choix d'être passé du côté indépendant. Après, je parle que pour mon cas de figure, mais ça m'a permis vraiment de trouver un rythme qui me correspond. De trouver un rythme qui correspond, d'avoir toujours autant de sens, d'avoir trouvé du sens en fait à ce que je faisais, même si beaucoup de gens diront ouais mais courtier, finance, etc., pas de sens, on ne produit rien. Moi, je le vois plus comme un accompagnement en fait avec mes clients. Je simplifie aussi la vie de mes clients. Je les accompagne sur une période qui peut être plus ou moins stressante pour eux. Le but, c'est de leur retirer du stress, c'est d'être disponible pour eux. Hein. Ça, c'est vraiment le maître mot, c'est d'être disponible. Là où nos chers amis banquiers qui gèrent beaucoup plus de choses, nous, on fait du prêt. On fait que ça. Le banquier, il va faire du prêt, il va faire de l'assurance, il va faire des téléphones, il va faire énormément de choses. Oui. Je caricature, mais il va faire énormément de choses. Et forcément, ils ont énormément de clients aussi. Ils ont énormément de clients. Nous, c'est vrai qu'on a moins de clients et qu'on peut prendre le temps en fait d'accompagner les clients et d'aller au bout des choses vraiment et de répondre au téléphone quand ils ont besoin, de les rappeler systématiquement. On met jamais 24 heures à rappeler nos clients. Ça n'existe pas. Oui. Un courtier, ça n'existe pas, sauf si vous m'appelez en fin de journée. voilà, mais oui. je veux dire, sur le papier, un nombre d'heures. Voilà. Ouais. Si on ne répond pas, c'est qu'on est occupé, on est en rendez-vous, mais derrière, une fois qu'on a raccroché, on va pouvoir rappeler derrière. Donc, c'est primordial. Donc, ce sens, moi, je l'ai trouvé. Je sais que j'accompagne des clients, que généralement, ils sont contents. En tout cas, je l'espère. Généralement, ils sont contents de ça, de cet accompagnement, de ce stress que j'ai pu leur retirer, de ne pas être seul en fait sur ce projet où, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu opaque finalement quand on s'y intéresse pas. Donc non, j'ai trouvé un rythme qui me convient, qui me correspond. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu ça qui te fait rester entre guillemets humain, vulnérable dans ton métier. Tu dirais, c'est vraiment la relation client, totalement. L'accompagnement que tu fais. Ouais, totalement. Et surtout, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. C'est l'accompagnement des clients. C'est vraiment l'accompagnement, c'est l'échange qu'on peut avoir, c'est les rendez-vous. Je sais qu'il y a de plus en plus de courtiers ou de plus en plus de professions où on rencontre plus les gens, on fait que de la visio, où on fait que des appels téléphoniques. Et c'est très bien si ça convient aux clients et si ça convient aux courtiers de fonctionner comme ça. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Mais moi, je sais que j'ai besoin de rencontrer mes clients. Et c'est aussi pour ça que je les accompagne au rendez-vous en banque, parce que c'est important. Après, des fois, on a des dossiers. J'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps à Marseille. Le client, je ne l'ai pas rencontré. On a fait surtout des visios. Mais malgré la distance, avec les visios et le téléphone, on a réussi à créer un lien qui est sympa. Ouais, carrément. C'est ça l'idée. Carrément. On en est arrivé à se dire, si je passe à Marseille, on va se boire un coup. Et il m'a dit, si je passe à Lyon, on va se boire un coup. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même ça qui joue. Moi, ce qui compte le plus, c'est le contact. Il
faut se dire une chose, hein, le métier de courtier, c'est un métier de contact. Si quelqu'un veut devenir courtier mais n'aime pas le contact client, n'aime pas la partie relationnelle, il ne faut pas faire ce métier. Parce qu'il faut bien se dire une chose, une partie technique, ça s'apprend. Pour peu qu'on s'y intéresse, ça s'apprend. Oui. D'accord ? Mais le côté relationnel, si on n'aime pas ça, c'est plus compliqué. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Voilà. Et du coup, tu te formes encore un petit peu sur le métier. Comment tu restes à jour justement sur le marché? On a une obligation légale déjà. Okay. On a une obligation légale, comme je l'ai dit, on a une profession réglementée. Donc on a une obligation légale en fait de se former. Il y a une formation qui est obligatoire qui s'appelle la DCI 7 heures. Donc c'est 7 heures de formation obligatoire annuellement, qui reprend souvent en fait la loi finance et toutes les réglementations qui vont être mises en place sur une année. Donc généralement on doit le faire, on doit le faire peu importe quand sur l'année, mais on doit le faire sur l'année. Ça arrive souvent en décembre. Je sais ce que c'est. Voilà. Même style pour la gestion de patrimoine, 7h, 15h. Exactement. Mais derrière, si on aime son métier, on va se tenir au courant en fait, de ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a des actualisations qui se font tous les jours. Enfin, je veux dire tous les jours, j'exagère, mais régulièrement. On est très dépendant de ce qui se passe, de l'actualité politique, on est très financière. Exactement. Donc du coup, on est obligé de suivre l'actualité, de regarder un peu ce qui se fait pour pouvoir avoir les bons retours, les bonnes réponses aussi à donner aux clients, quoi. Et puis s'informer, c'est aussi pouvoir rassurer derrière les gens. Quand on maîtrise son sujet, c'est qu'on a cette possibilité à expliquer simplement et à rassurer aussi derrière les gens, quoi. Donc non, oui, on continue à se former, on n'a pas le choix. Et puis comme je le disais, on est 35 courtiers. Oui, donc rien qu'en discutant, on ne peut pas louper une information. Et puis on est 35 courtiers, alors on n'est pas tous sur les mêmes agences, oui, comme bien je disais, sûr. On a 5 agences, mais en règle générale, vous échangez, on échange. Une information que tu ne dois pas louper, tu ne peux pas la louper. Exactement. Et puis on se spécialise aussi après sur certains dossiers. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font plus de dossiers par exemple sur du neuf. Donc du coup, il y a toute la réglementation sur les prêts à taux zéro, etc., qui peut évoluer assez régulièrement. Donc du coup, on sait que cette personne-là, elle va être référente sur ça. On a des personnes qui vont être spécialisées sur tout ce qui va être placement financier, notamment sur de la SCPI. On sait qu'on peut aussi aller se renseigner sur ces personnes-là. Donc c'est cette chance qu'on a, et c'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure, cette chance qu'on a d'être dans un réseau et d'être 35, c'est que derrière, si on a une question, on peut toujours appeler la personne en face pour pouvoir avoir un retour, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, moi ça me plaît, ça me convient. Oui. Je parle que pour moi, ça me convient. Oui, c'est ça. Exactement. Et si tu devais changer de métier aujourd'hui, tu ferais quoi? Rien d'autre? Alors, je vais te dire un truc. J'avais un papa qui avait certes une salle de sport, mais ça c'était sa passion. D'accord. Il avait monté une salle de sport en fait en asso, mais à côté de ça, il était menuisier. Okay. Et il était menuisier. Et en fait, plus jeune, il voulait me montrer, m'apprendre des choses, etc. Mais bien évidemment. Ça ne nous intéresse pas. J'étais plus intéressé par la fête et d'autres choses que par ça. Et je pense que si je devais vraiment tout changer et si j'avais du temps pour pouvoir le faire, j'irais plus sur un métier peut-être un peu manuel, quoi. Ouais, menuiserie, la menuiserie, ça me tente très bien, quoi. Mais du coup, en effet, ce serait vraiment... si je change du tout au tout. Je suis passé de la vente au courtage. Alors certes, il y a le côté relationnel, mais il n'y avait rien en commun, quasiment rien. Si je devais changer avec le courtage, la même chose, je change tout. Ouais. Quitte à changer, autant aller sur la menuiserie. Mais j'en ai pas l'envie, clairement. Ok. Et bon, on va passer aux 3 questions fameuses de Momentum que je n'ai pas partagées auparavant, qui sont précieuses au podcast. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le courtage, qu'est-ce que ça serait parmi tous ceux que tu as déjà cités? Pas si évident que ça, mais je pense que je lui dirais d'écouter le conseil des personnes qui sont déjà dans le métier, de s'entourer, de bien s'entourer. Je pense que c'est ça. Écouter les personnes qui sont déjà dans le métier parce qu'elles ont taqué d'expérience. Il y en a beaucoup qui étaient d'anciens banquiers, d'anciens commercialisateurs de neufs. Enfin, il y a plein de professions différentes, mais il n'empêche que le retour d'expérience qui peut être fait, le fait de s'entourer de personnes en qui on a confiance, qui sont bienveillantes, c'est le plus important. Pour moi, oui. Attention. C'est ce que je te demandais. Je demandais que toi, ta vision. Pour moi. Et du coup, si tu devais compléter ma phrase, le momentum, pour toi, qu'est-ce que c'est un petit peu? Comment tu le verrais? C'est pas facile. Hein. C'est pas évident comme question. Tu me mets des questions colles pour le coup. Qu'est-ce que ce serait le momentum? De s'écouter, en fait. Je pense qu'il faut s'écouter. Le momentum, c'est quand toi, tu ressens que tu es prêt pour tel ou tel projet ou pour cette envie d'avancer, d'aller chercher de l'investissement, de se lancer dans un nouveau métier, etc. C'est de s'écouter, en fait. Écoute-toi. Et se lancer. Se lancer. Comme je te l'ai dit, à partir du moment où on a réfléchi le projet,
À partir du moment où on a pris une décision, il faut s'y tenir, quoi. Faut pas repousser à demain, parce que si on repousse à demain, on repoussera toujours à demain. Faire comme toi, mardi, vendredi, mardi, vendredi, de réflexion. C'était pas mal. Tu sais que pour la petite anecdote, quand j'ai rappelé derrière les responsables de franchise à Inifi Crédit, donc je les ai vus le mardi, j'ai vu ma responsable le vendredi. Enfin, je l'ai eu au téléphone. Je les ai appelés derrière pour dire bon, c'est bon, c'est fait. Pardon. Et ils ont jamais une réflexion si rapide. Donc, t'es sûr. Ouais, je suis sûr. C'est bon, on y va. Et du coup, si des gens ont un dossier à présenter ou si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vas-y, c'est ton moment. C'est mon moment. Donc, c'est ton moment promo. C'est mon moment promo. Et ben du coup, moi, donc Mathieu Tambo, je suis courtier en financement chez Inifi Crédit. Je travaille sur l'agence de Saxe-Gambetta sur Lyon. Je travaille majoritairement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je peux travailler sur toute la France. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait un dossier dernièrement sur Marseille, mais j'en fais un peu partout. Et donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de savoir s'il y a une faisabilité sur un projet, je suis là pour ça. Bah écoute, merci Mathieu, merci pour ton temps et d'avoir partagé ton expertise. Je t'en prie, c'était un plaisir. Expertise métier. Et si vous voulez le retrouver, comme il l'a dit, il a tout cité. Il y aura le lien dans la bio aussi pour avoir directement accès à Mathieu si vous avez un dossier à faire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode avec un invité très mystérieux. Allez, ciao. Momentum, le podcast de ceux qui créent leur momentum.